Mon mari sombrait dans la dépression, anéantissant notre famille par son refus de se faire aider, jusqu'à ce que je découvre que le véritable problème n'était pas la maladie, mais le lourd secret qu'il me cachait depuis des années. Et lorsque j'ai finalement affronté la vérité, tout a basculé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'étais plantée sur le seuil de notre chambre, tenant son portable, les mains tremblant si fort que j'ai failli le laisser tomber. Les messages sur l'écran brillaient dans l'obscurité comme des accusations lumineuses, tandis que mon mari dormait profondément dans le lit, complètement inconscient du fait que je venais de découvrir que, ces 3 dernières années, il ne se battait pas seulement contre une dépression. Il avait une liaison avec ma propre sœur. Et tout ce refus de suivre une thérapie, toutes ces journées enfermées dans la chambre à dire qu'il n'avait la force de rien, toutes ces nuits où il me repoussait en prétextant que les médicaments tuaient son désir, tout cela n'était qu'un mensonge. Parce que les preuves étaient là. Des centaines de messages enflammés, de photos intimes, de plans pour des rendez-vous qui avaient lieu pendant que je faisais des doubles journées pour faire tourner la maison toute seule, pendant que je le suppliais de chercher de l'aide, pendant que je me reprochais de ne pas être à la hauteur, de ne pas comprendre sa douleur. Et le pire, c'était de lire ma sœur, ma propre sœur Béatrice, écrire des choses comme « Il est tellement plus vivant avec moi qu'avec toi. Il dit que tu l'étouffes avec ton inquiétude, que tu le traites comme un infirme. » J'ai senti mon estomac se nouer, le sol se dérober sous mes pieds, parce que pendant 3 ans, j'avais porté le poids de 2 personnes sur mes épaules. J'avais travaillé comme directrice de magasin le jour et comme designer freelance la nuit. Je m'étais occupée de la maison, des factures, des enfants, tout ça en essayant d'être compréhensive et patiente avec un homme qui feignait d'être malade pour avoir le loisir de tromper sa femme avec sa propre belle-sœur. Et à cet instant, à 3 heures du matin, les larmes me brûlant le visage et le cœur battant si fort qu'il me faisait physiquement mal dans la poitrine, j'ai dû m'asseoir par terre dans le couloir pour ne pas m'évanouir. Car la trahison était dévastatrice, mais ce qui m'anéantissait vraiment, c'était de réaliser que j'avais sacrifié ma santé mentale, mon estime de moi, mes rêves, tout ça pour un mensonge bâti par les 2 personnes que j'aimais plus que moi-même. Avant de continuer, je voudrais prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous qui êtes là, car partager cette histoire n'est pas facile pour moi. Mais je sais que de nombreuses personnes traversent des situations similaires, se sentant responsables, portant la culpabilité de ne pas réussir à aider quelqu'un qu'elles aiment. Et si c'est votre réalité, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que votre douleur est légitime et qu'elle mérite d'être entendue. Si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like, car cela m'aide à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, qu'il est possible de se reconstruire même après la pire des trahisons. Et chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage fait toute la différence pour que cette chaîne continue d'être un espace d'accueil et d'espoir pour ceux qui luttent en silence. Maintenant, permettez-moi de revenir à cette nuit terrible et de vous raconter comment tout a commencé. Car pour comprendre comment j'en suis arrivée à ce point de désespoir dans le couloir, il vous faut connaître toute notre histoire depuis le début. J'ai rencontré Richard il y a 8 ans lors d'un événement d'entreprise. Il était ingénieur en génie civil dans une grande entreprise de BTP et je débutais ma carrière de graphiste. Quand nos regards se sont croisés pour la première fois, j'ai ressenti cette connexion dont tout le monde parle, mais que peu de gens expérimentent vraiment. Il était drôle, intelligent, attentionné, le genre d'homme qui vous ouvre la porte, qui appelle juste pour savoir comment s'est passée votre journée, qui organise des week-ends romantiques surprises. Durant les 6 premiers mois de notre relation, je me sentais la femme la plus chanceuse du monde. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, lors d'une magnifique cérémonie, moi, dans ma robe blanche, m'avançant vers l'homme que j'ai juré d'aimer pour le meilleur et pour le pire. À ce moment-là, je croyais vraiment que notre histoire serait différente, que nous serions ce couple de personnes âgées main dans la main que tout le monde envie. Mais la vie avait d'autres plans pour nous. Les 3 premières années furent merveilleuses.
Nous avons eu 2 filles magnifiques, Clara et Sophia. Nous avons acheté notre première maison à force d'efforts et de sacrifices, et malgré la fatigue du travail et des bébés en bas âge, j'étais sincèrement heureuse. Je voyais mon mari comme mon meilleur ami, mon partenaire en tout. Jusqu'à ce que, lors de notre 4e année de mariage, les choses commencent à changer, de manière si graduelle qu'au début je ne l'ai même pas remarqué. Richard est devenu plus silencieux, plus distant. Il se plaignait tout le temps d'une fatigue excessive, il a cessé de faire des projets d'avenir, et quand je lui demandais ce qui se passait, il répondait toujours que c'était juste le stress du travail, que ça allait passer. Et je le croyais, parce que je voulais y croire, parce qu'il était plus facile d'accepter cette explication que d'affronter le fait que quelque chose n'allait vraiment pas. Avec le temps, les symptômes se sont aggravés. Il a commencé à s'absenter fréquemment du travail, passer des journées entières au lit en disant qu'il n'avait l'énergie de rien, il a cessé de jouer avec les filles, il a cessé de me toucher. Notre vie sexuelle a tout simplement disparu. Et chaque fois que j'essayais de parler, de chercher une aide professionnelle, il explosait de colère, disant que je ne comprenais rien, que la dépression n'était pas un caprice, mais qu'elle n'avait pas besoin de médicaments, que les psychologues étaient des charlatans qui ne cherchaient qu'à gagner de l'argent. Et je me sentais complètement impuissante, voyant l'homme que j'aimais sombrer de plus en plus. Ma sœur Béatrice, qui a toujours été ma confidente, ma meilleure amie depuis l'enfance, a commencé à venir plus souvent à la maison pour m'aider avec les filles. Elle les gardait pendant que je travaillais, préparait les dîners, et j'étais si reconnaissante de ce soutien car j'étais à bout, à tout faire seule pendant que Richard s'isolait dans la chambre. Plusieurs fois, Béatrice m'a dit d'être patiente, qu'il avait besoin de temps, que les hommes géraient différemment les problèmes émotionnels. Et je m'accrochais à ces mots comme à une bouée de sauvetage, parce que j'avais besoin de croire qu'il irait mieux. J'ai commencé à faire des doubles journées parce que Richard a fini par être licencié. Il avait simplement cessé d'aller au bureau et quand l'entreprise a appelé, il n'a même pas eu l'énergie de donner des explications. Soudain, j'étais la seule responsable du paiement du crédit immobilier, des factures, de l'école des filles, de tout. Alors j'ai accepté des missions en freelance le soir. Je ne dormais que 4 heures par nuit. Mon corps me suppliait d'arrêter, mais je ne pouvais pas, car 3 personnes dépendaient entièrement de moi. Le pire, c'était la culpabilité. Cette culpabilité constante qui me rongeait l'âme chaque jour. Je lisais des articles sur la dépression, sur le fait que c'est une vraie maladie, que les patients ont besoin de compréhension et non de jugement. Et je me persuadais que j'étais égoïste, de me sentir abandonnée, d'en vouloir à mon mari de tout faire seul, de ressentir de la colère envers lui pour son refus de se faire soigner. Et cet auto-sabotage émotionnel me détruisait de l'intérieur, tandis que je maintenais un masque d'épouse forte et compréhensive à l'extérieur. Ma belle-mère, Rose, empirait tout. Elle appelait constamment pour me dire que je ne prenais pas bien soin de son fils, que si j'étais une meilleure épouse, il n'en serait pas là, qu'une vraie femme soutient son mari dans les moments difficiles au lieu de se plaindre. Et ces mots empoisonnaient encore plus mon esprit déjà fragilisé, me faisant me demander si elle avait raison, si le problème venait vraiment de moi. Il y a eu des moments où j'ai essayé d'être plus affectueuse, plus présente. Je lui préparais ses plats préférés, je suggérais de petites promenades, je proposais des massages, n'importe quoi pour le ramener à nous. Mais il me repoussait à chaque fois, disant que je l'étouffais, qu'il avait besoin d'espace. Et je reculais en pleurant dans la salle de bain pour que les filles ne me voient pas m'effondrer, me demandant où je m'étais trompée, ce que je pouvais faire de plus pour sauver mon mariage, pour sauver le père de mes filles. Béatrice était toujours là dans ces moments, me consolant, me disant que j'étais forte, que je faisais de mon mieux. Ironiquement, ces conversations avec elle étaient le seul moment où je me sentais vue, écoutée, valorisée, alors que mon propre mari me regardait à peine. Et je réalise maintenant que cela faisait partie de leur plan, qu'elle me manipulait pour que je baisse ma garde pendant qu'elle me volait mon mari dans mon dos. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans cette routine éreintante et douloureuse. Me réveiller à 5 heures du matin, préparer les filles pour l'école, travailler toute la journée, aller chercher les enfants, préparer des dîners que Richard mangeait rarement avec moi, mettre les filles au lit, travailler sur mes projets freelance jusqu'à minuit, dormir quelques heures et recommencer. Pendant ce temps, mon mari passait ses journées dans la chambre, soi-disant en pleine dépression, mais en réalité, il débordait d'énergie pour retrouver ma sœur, pour planifier des rendez-vous secrets, pour vivre une vie parallèle dont je n'imaginais même pas l'existence. Le moment exact où tout a basculé fut cette nuit-là, son téléphone entre mes mains. Mais pour être tout à fait honnête, le véritable tournant avait commencé 3 jours plus tôt,
quand quelque chose en moi s'est finalement brisé de manière irréversible. J'étais au supermarché en train de faire les courses de la semaine, poussant mon caddie en pilote automatique comme un zombie, calculant mentalement chaque centime car les fins de mois étaient difficiles comme toujours, quand j'ai vu Richard et Béatrice ensemble sur le parking. Ils riaient vraiment de ce rire que je n'avais pas entendu depuis des années, en tenant les sacs d'une cave à vin chic. Et Béatrice lui touchait le bras d'une manière qui n'était pas fraternelle, qui n'était pas innocente. Ils sont montés dans sa voiture et sont partis sans me voir. À cet instant, quelque chose de glacial et de tranchant m'a transpercé la poitrine. Une voix dans ma tête a murmuré que je savais exactement ce qui se passait, mais que j'avais bien trop peur de l'admettre. Je suis rentrée à la maison ce jour-là et, pour la première fois en 3 ans, je n'ai pas ressenti de culpabilité, ni de pitié. J'ai ressenti de la colère, une colère froide et calculatrice qui m'a effrayée par son intensité. Car j'ai réalisé qu'on m'avait prise pour une idiote, que j'avais sacrifié ma santé, ma carrière, ma dignité pour quelqu'un qui utilisait la dépression comme excuse pour mener une double vie. Et cette prise de conscience m'a libérée d'une manière étrange et puissante. J'ai commencé à tout observer d'un œil nouveau. Les fois où il se disait trop fatigué pour sortir avec moi, mais où je découvrais plus tard qu'il était allé au centre commercial. Les appels auxquels il répondait dans la salle de bain en disant que c'était du démarchage téléphonique. Les jours où Béatrice disait ne pas pouvoir m'aider avec les filles et où, comme par hasard, Richard sortait de la maison en prétextant aller marcher pour s'aérer l'esprit. Toutes les pièces du puzzle que j'avais ignorées parce que je leur faisais aveuglement confiance ont commencé à s'assembler pour former une image répugnante. J'ai attendu qu'il dorme profondément, il prenait toujours un relaxant musculaire le soir qui le plongeait dans un sommeil de plomb, j'ai pris son téléphone et j'ai découvert que le mot de passe était la date d'anniversaire de Béatrice. Pas celle de nos filles, pas la date de notre mariage, mais celle de ma sœur. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac, mais j'ai continué. J'ai ouvert WhatsApp et tout était là. Des années de trahison documentées dans des messages qui m'ont rendue physiquement malade, des photos d'eux ensemble dans des hôtels de passe, des conversations sur à quel point j'étais ennuyeuse et contrôlante, des projets de peut-être se mettre ensemble officiellement quand les filles seraient un peu plus grandes, comme si je n'étais qu'un obstacle temporel dans leur vie, comme si mes sentiments n'avaient absolument aucune importance. Assise par terre dans ce couloir sombre, le téléphone éclairant mon visage inondé de larmes, je me suis autorisée pour la première fois depuis des années à tout ressentir. La douleur, la rage, l'humiliation. Mais aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui grandissait au fond de ma poitrine comme une petite flamme, mais déterminée. C'était du pouvoir. De la clarté. C'était la certitude absolue que je ne serais plus la victime de cette histoire, que j'allais reprendre le contrôle de ma vie d'une manière qu'il n'imaginerait jamais. J'ai pris des photos de toutes les conversations compromettantes. J'ai tout sauvegardé à 3 endroits différents, y compris sur une adresse e-mail que j'ai créée spécialement pour ça. J'ai remis le téléphone exactement où il était, je suis retournée dans la chambre d'amis où je dormais depuis des mois et j'ai commencé à élaborer mon plan. Car j'ai compris qu'il ne suffisait pas d'exposer leur trahison. Je devais m'assurer que mes filles et moi serions protégées financièrement et émotionnellement, que je sortirais de cette situation non pas comme l'épouse pathétique qui s'est fait berner, mais comme la femme forte qui s'est relevée et a construit une vie meilleure. Les jours suivants, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai continué ma routine, j'ai été gentille avec Richard, j'ai remercié Béatrice quand elle est venue dîner à la maison en apportant le dessert. À l'intérieur, chaque interaction était comme avaler du verre, mais j'avais besoin de temps pour tout organiser parfaitement. Alors j'ai souri, j'ai fait bonne figure, j'ai prétendu être encore l'épouse naïve et confiante qu'il pensait que j'étais. J'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en divorce qu'une collègue m'avait recommandée. Je lui ai apporté toutes les preuves et elle m'a expliqué qu'avec des preuves d'adultère et d'abandon de ses responsabilités parentales, j'avais d'excellentes chances d'obtenir la garde exclusive des filles et une pension alimentaire conséquente. Nous avons donc commencé à tout préparer dans les moindres détails. Chaque document, chaque justificatif de dépenses que j'avais payé seul, chaque message qui prouvait sa trahison et sa négligence en tant que père. J'ai ouvert un compte en banque secret dans une autre banque et j'ai commencé à y mettre chaque centime que je parvenais à économiser.
J'ai annulé les abonnements inutiles, vendu quelques affaires sur le marketplace, accepté plus de missions en freelance malgré l'épuisement, car je savais que j'aurais besoin d'argent pour recommencer, pour louer un appartement juste pour nous, pour m'assurer que mes filles ne ressentiraient pas l'impact financier de la séparation. J'ai parlé à mes parents, qui ont été absolument choqués et furieux quand je leur ai tout raconté. Ma mère a tellement pleuré que j'ai cru qu'elle allait faire un malaise. Mon père a dit qu'il voulait confronter Richard sur le champ. Mais je leur ai demandé d'attendre. Je leur ai expliqué que je devais faire les choses à ma manière, à mon rythme, quand je serais complètement prête. Et ils ont accepté de me soutenir en silence jusqu'au bon moment. Le plus difficile fut de continuer à côtoyer Béatrice, de la voir s'asseoir à ma table, manger la nourriture que j'avais préparée, jouer avec mes filles, tout en sachant qu'elle couchait avec mon mari dans mon dos. Mais chaque fois que je sentais la colère monter, je respirais profondément et je me rappelais que la vengeance est un plat qui se mange froid, que la meilleure réponse serait de leur montrer à tous les deux que je n'avais pas besoin d'eux, que j'étais capable de reconstruire ma vie et d'être bien plus heureuse sans la toxicité qu'ils représentaient. L'exécution de mon plan a commencé de manière silencieuse et méthodique, telle une joueuse d'échecs déplaçant ses pièces stratégiquement, tandis que son adversaire ne se rend même pas compte que la partie a déjà commencé. La première chose que j'ai faite a été d'assurer ma stabilité professionnelle, car je savais que j'aurais besoin d'un revenu solide pour élever les filles seules. Je suis allée voir ma chef et je lui ai expliqué que je traversais de graves problèmes personnels et que j'aurais besoin de plus de responsabilités au travail, pas de moins, car je devais me concentrer sur quelque chose de productif. À ma grande surprise, non seulement elle a compris, mais elle m'a offert une promotion qui était vacante, directrice régionale, avec un salaire 40% plus élevé. J'ai accepté immédiatement. J'ai commencé à travailler avec une énergie que je n'avais pas eue depuis des années, car je construisais enfin quelque chose pour moi au lieu de porter le fardeau de quelqu'un qui feignait d'être malade. En parallèle, j'ai absolument tout documenté. Chaque fois que Richard se disait trop fatigué pour aller chercher les filles à l'école, mais que je découvrais ensuite sur les réseaux sociaux qu'il était allé au cinéma. Chaque fois qu'il me demandait de l'argent en prétextant un rendez-vous médical, mais le dépensait en cadeaux coûteux qui apparaissaient plus tard sur des photos de Béatrice. Chaque mensonge a été catalogué, daté, prouvé par des captures d'écran, des relevés bancaires, le tout soigneusement organisé dans des dossiers numériques que mon avocate a qualifiés de cas de rêve, car elle voyait rarement quelqu'un d'aussi préparé et déterminé. J'ai commencé à reconstruire mon réseau de soutien, que j'avais négligé pendant des années de mariage difficiles. J'ai repris contact avec d'anciennes amies, leur expliquant brièvement que je traversais une période compliquée et que j'avais besoin de soutien émotionnel. Et ces femmes incroyables m'ont accueilli sans jugement. Elles ont organisé un roulement pour m'aider avec les filles, elles m'ont rappelé qui j'étais avant de me perdre en essayant de sauver un mariage qui était déjà mort depuis longtemps. L'une de ses amies, Marion, était photographe professionnelle et a suggéré quelque chose de génial. Elle a dit que nous devrions faire une séance photo avec les filles et moi, le genre de belles photos de famille qu'on accroche dans le salon. Et j'ai compris ce qu'elle faisait. Elle m'aidait à créer des souvenirs visuels de force et de nouveaux départs, des images qui, à l'avenir, me rappelleraient que j'avais survécu et que j'avais prospéré. Nous avons donc fait la séance dans un parc magnifique, Clara, Sophia et moi, riant sincèrement pour la première fois depuis des mois. Et quand j'ai vu les photos, j'ai pleuré, car j'ai réalisé que je pouvais être heureuse sans Richard, que mes filles n'avaient pas besoin d'un père absent et menteur pour avoir une enfance heureuse. Elles avaient besoin d'une mère présente et vraie. 3 semaines après avoir découvert la trahison, alors que j'avais mis suffisamment d'argent de côté et organisé tous les documents juridiques, je suis passée à l'étape suivante de mon plan. J'ai secrètement loué un magnifique appartement de 3 chambres dans un quartier sûr près de l'école des filles. J'ai dépensé mes économies pour un mobilier simple mais confortable. J'ai tout préparé pour que, le moment venu, nous puissions quitter la maison et commencer notre nouvelle vie immédiatement, sans drame, sans avoir à rester chez mes parents, avec notre propre indépendance assurée. J'ai pris rendez-vous avec les ressources humaines de l'ancienne entreprise de Richard et j'ai découvert qu'il avait droit à des indemnités de licenciement qu'il n'avait jamais réclamées. Il avait simplement abandonné l'argent là-bas, trop occupé à vivre sa romance interdite. Alors, avec l'autorisation de mon avocate, qui a utilisé le fait que j'étais son épouse et que nous étions mariés sous le régime de la communauté, j'ai pu accéder à ces fonds qui m'appartenaient aussi légalement. J'en ai transféré la moitié sur un compte d'épargne au nom des filles, garantissant leur éducation quoi qu'il arrive.
La partie la plus délicate du plan était de gérer Béatrice de manière à ce qu'elle ne se doute de rien jusqu'à la confrontation finale. J'ai donc continué à la traiter comme ma sœur chérie, j'ai même intensifié nos contacts. Je l'invitais à déjeuner, je lui demandais des conseils sur les filles, tout en enregistrant certaines de ses conversations où elle critiquait Richard, disant des choses comme ⁇ Il est compliqué, n'est-ce pas ? Tu as une patience d'ange, je ne le supporterai pas. ⁇ Et ces enregistrements seraient utiles plus tard pour montrer à toute la famille son niveau de fausseté et de manipulation. J'ai aussi cherché un thérapeute pour moi, pas seulement pour surmonter toute la douleur et la trahison, mais parce que je devais être mentalement saine pour ce qui allait suivre. Je devais m'assurer que mes décisions étaient basées sur la clarté et le souci de moi-même et non sur une colère destructrice. Et les séances m'ont énormément aidé à séparer ce qui les concernait d'une part et ce qui me concernait de l'autre. À comprendre que leur trahison ne définissait pas ma valeur, que je méritais un amour véritable et un partenariat sincère. Un mois après la découverte, quand tout était parfaitement aligné, l'avocate prête, l'appartement prêt, les finances organisées, le réseau de soutien structuré, ma santé mentale stabilisée, j'ai décidé qu'il était temps de confronter Richard en premier, avant de tout faire exploser publiquement. Parce que je voulais lui donner une dernière chance d'avoir une once de décence et d'assumer ses responsabilités. Alors, un soir où les filles dormaient chez mes parents, je me suis assise avec lui dans le salon, j'ai mis mon téléphone en mode enregistrement discrètement dans ma poche et j'ai dit d'une voix calme et ferme que nous devions parler de sa relation avec ma sœur. L'expression de choc absolu sur son visage aurait été comique si elle n'avait pas été tragique. Il a essayé de nier, de bafouiller des excuses boiteuses, de dire que j'étais folle et paranoïaque. Mais quand j'ai commencé à réciter des extraits exacts de ses messages avec Béatrice, quand j'ai mentionné des dates et des lieux spécifiques de leur rendez-vous, il s'est complètement effondré. Il a commencé à pleurer, disant qu'il ne savait pas comment c'était arrivé, que la dépression l'avait rendu vulnérable et que Béatrice était là, qu'il m'aimait mais qu'il était perdu. Tout le genre de justification pathétique que les hommes infidèles utilisent quand ils sont pris sur le fait. J'ai répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. J'ai dit que je ne voulais pas entendre d'excuses, que ma décision était déjà prise, que je déposerais la demande de divorce lundi, que j'avais toutes les preuves nécessaires d'adultère et de négligence parentale. Il pouvait choisir entre coopérer civilement ou affronter une bataille judiciaire qu'il perdrait de toute façon. Et j'ai vu dans ses yeux le moment exact où il a compris que l'épouse soumise et compréhensive était morte, et qu'à sa place se trouvait une femme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Il a supplié, a promis de rompre avec Béatrice immédiatement, de suivre une thérapie, d'être un père présent. Tout ce que je lui avais demandé pendant des années, il l'a offert en 5 minutes de désespoir. Mais il était trop tard. La confiance avait été détruite de manière irréparable. Et je le lui expliquais avec des mots clairs et définitifs. J'ai dit qu'il aurait des visites supervisées avec les filles jusqu'à ce qu'il prouve qu'il était capable d'être un père responsable, qu'il paierait une pension alimentaire basée sur le salaire qu'il avait quand il a été licencié par sa propre négligence, et que si lui ou Béatrice tentait de me diffamer ou de manipuler la situation, je rendrais publiques toutes les preuves, à toute la famille, aux amis, sur les réseaux sociaux, partout. 2 jours plus tard, les papiers du divorce déjà déposés, le moment est venu de confronter Béatrice. Et cette fois, j'ai décidé de faire les choses différemment. Je l'ai invitée à dîner dans un restaurant chic en lui disant que je voulais la remercier pour tout le soutien qu'elle m'avait apporté durant ces années difficiles. Et elle est venue, toute sourire et toute en fausseté, pensant avoir réussi à tromper sa sœur idiote une fois de plus. Quand nous fûmes assises, après avoir commandé, j'ai posé une épaisse enveloppe sur la table. J'ai dit « Ouvre ». Et j'ai vu la couleur quitter son visage quand elle a vu qu'il s'agissait de copies imprimées de ses conversations avec Richard, des centaines de pages de trahison documentées. Elle a essayé de parler, mais j'ai levé la main et j'ai dit que c'était mon tour, qu'elle avait exactement 2 minutes pour m'écouter avant que je me lève et que je ne lui adresse plus jamais la parole pour le reste de ma vie. Béatrice était assise là, dans ce restaurant chic, les mains tremblantes, tenant les pages imprimées de sa propre trahison. J'ai vu passer sur son visage toutes les étapes du choc. D'abord, le déni dans ses yeux écarquillés, puis la tentative de trouver une excuse quand elle a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai interrompue sur le champ, lui disant que je ne voulais pas entendre un seul mot avant d'avoir terminé.
Et j'ai commencé à parler avec une froideur que je ne me connaissais pas, lui disant que pendant 3 ans, j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement en croyant que je soutenais ma famille pendant que mon mari luttait contre une dépression, que j'avais passé des nuits blanches à me reprocher de ne pas être une assez bonne épouse, de ne pas comprendre sa douleur, alors qu'en réalité, vous deux, vous vous moquiez de moi, utilisant ma maison, ma nourriture, ma confiance pour entretenir une liaison sordide qui a complètement détruit la personne que j'étais. Je lui ai expliqué en détail comment j'avais tout documenté, que j'avais une excellente avocate, que la demande de divorce était déjà déposée avec toutes les preuves d'adultère jointes, que Richard avait accepté les conditions car il savait qu'il perdrait n'importe quelle bataille judiciaire. Et puis, je l'ai regardé dans les yeux, ses yeux qui étaient les mêmes que les miens, parce que nous étions sœurs de sang, et je lui ai dit la chose qui comptait vraiment, qu'elle n'avait pas seulement trahi sa sœur, elle avait trahi sa meilleure amie, sa confidente, la personne qui aurait donné sa vie pour elle sans hésiter, et que ce genre de trahison était impardonnable, que je préférais n'avoir aucune sœur plutôt qu'une sœur comme elle. Béatrice a finalement réussi à parler, et ce qui est sorti de sa bouche fut encore plus révoltant que ce à quoi je m'attendais. Elle a commencé par dire que je ne comprenais pas, qu'elle et Richard avaient une véritable connexion, qu'il était malheureux avec moi depuis des années, qu'elle m'avait rendu service en me montrant que mon mariage était un mensonge. J'ai senti une colère si intense me monter à la gorge que j'ai dû prendre 3 grandes respirations avant de répondre. Car une partie de moi voulait lui jeter mon verre de vin au visage, crier, faire un scandale. Mais la partie la plus forte de moi, celle qui avait grandi durant ce mois de préparation, savait que la meilleure vengeance était de garder mon sang-froid et de l'anéantir avec des vérités qu'elle ne pouvait pas réfuter. Je lui ai dit qu'une véritable connexion ne se construit pas sur le mensonge et la trahison, que si Richard était si malheureux avec moi, il aurait dû avoir le courage de rompre avant de commencer une autre relation, que les gens honnêtes ne font pas ce qu'ils avaient fait, et que maintenant, elle pouvait le garder si elle voulait, parce que j'étais absolument certaine qu'une relation construite sur l'infidélité ne prospérerait jamais, qu'il finirait par lui faire ce qu'il m'avait fait, parce qu'un homme qui trompe sa femme pour une autre finira par tromper l'autre aussi. J'ai vu dans ses yeux une lueur de doute, comme si pour la première fois, elle envisageait que Richard n'était peut-être pas le trophée qu'elle croyait. Mais elle a vite retrouvé son masque d'arrogance et a dit qu'ils étaient différents, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. J'ai simplement souri, un sourire triste et las, et j'ai dit que j'espérais vraiment qu'ils seraient heureux ensemble, parce qu'ils auraient besoin l'un de l'autre quand toute la famille découvrirait ce qu'ils avaient fait. L'expression de terreur qui a envahi son visage quand elle a compris que j'allais tout dire à nos parents, à nos frères, à toute notre grande famille traditionnelle, a été presque satisfaisante. Elle m'a supplié de ne pas le faire, a dit que nos parents ne supporteraient pas la déception, que notre mère avait des problèmes cardiaques et que la nouvelle pourrait lui faire du mal. Je lui ai répondu qu'elle aurait dû y penser avant de coucher avec mon mari dans ma propre maison, les week-ends où elle était censée m'aider avec les filles, que les conséquences de ses actes n'étaient pas ma responsabilité et que j'avais déjà organisé un dîner de famille pour le week-end suivant où je raconterais tout en montrant les preuves si nécessaire, parce que tout le monde méritait de savoir quel genre de personne elle était vraiment. Je me suis levée de cette table, j'ai laissé bien assez d'argent pour payer l'addition, même si elle n'avait encore rien commandé. Et avant de partir, j'ai dit la dernière chose que j'avais à dire, que pour moi, elle était morte, qu'elle n'existait plus en tant que sœur, que lorsque nous nous croiserions lors d'événements familiaux, je la traiterais avec l'indifférence polie qu'on réserve à un étranger importun, et qu'elle ne s'approcherait plus, jamais, au grand jamais, de mes filles, parce que je ne voulais pas de ce genre d'influence toxique et traîtresse auprès de mes enfants. J'ai quitté le restaurant la tête haute, je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez moi. Et ce n'est qu'une fois la porte verrouillée derrière moi que je me suis permis de laisser les larmes couler. Mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, c'était des larmes de soulagement, de libération. Parce que pour la première fois en 3 ans, j'avais dit tout ce que j'avais à dire. J'avais retrouvé ma voix, ma dignité, mon pouvoir. Le dîner de famille du week-end fut dévastateur, d'une manière à laquelle je n'étais pas complètement préparée.
voir ma mère pleurer de manière inconsolable, mon père si furieux qu'il a dû sortir pour ne pas faire quelque chose qu'il regretterait, mes autres frères en état de choc absolu. Ce fut douloureux mais nécessaire, car la vérité est toujours préférable à un beau mensonge. Et à ma grande surprise, Béatrice n'est pas venue au dîner. Elle a envoyé un message disant qu'elle était malade, mais tout le monde connaissait déjà la vérité parce que je l'avais racontée en premier. J'avais contrôlé le récit. Et quand elle a finalement essayé de donner sa version des faits, personne n'a voulu l'écouter car les preuves que j'avais montrées étaient irréfutables. Richard a tenté de m'appeler des centaines de fois dans les semaines qui ont suivi, m'envoyant des messages désespérés, disant qu'il avait rompu avec Béatrice, qu'il avait réalisé l'énorme erreur qu'il avait commise, que j'étais l'amour de sa vie. Mais j'ai bloqué son numéro partout, sauf sur l'adresse e-mail que nous utilisions pour les questions relatives aux filles, car je n'avais plus rien à lui dire en dehors de la logistique de la garde et de la pension alimentaire. La partie la plus satisfaisante fut de voir les filles s'adapter incroyablement bien à notre nouvel appartement. Clara, qui avait 6 ans, a dit qu'elle aimait plus la nouvelle maison parce que maman sourit plus. Et cela m'a brisé et guéri le cœur en même temps, car j'ai réalisé qu'elles avaient senti mon malheur même si j'essayais de le cacher. Et maintenant, libérés de cet environnement toxique, nous pouvions enfin être une vraie famille, petite mais authentique. J'ai appris par des tiers que Richard et Béatrice ont essayé de rester ensemble pendant quelques mois après que tout a explosé, mais que leur relation a rapidement implosé quand ils ont réalisé que, sans l'excitation de la liaison secrète, ils n'avaient absolument rien en commun, qu'il avait recommencé à avoir les mêmes comportements négligents avec elle, et qu'elle avait découvert qu'il n'avait jamais vraiment eu de dépression diagnostiquée. C'était simplement de la paresse et un manque de responsabilité déguisé en maladie mentale, ce qui rendait le tout encore plus répugnant, car il avait utilisé la stigmatisation d'une condition sérieuse comme excuse pour ses choix égoïstes. 2 ans ont passé depuis cette nuit dévastatrice où j'ai découvert la trahison, et en y repensant aujourd'hui, je vois avec une clarté absolue que ce fut à la fois le pire et le meilleur moment de ma vie. Le pire, parce qu'il a complètement détruit la personne que je croyais être, l'épouse dévouée qui sacrifiait tout pour sa famille. Mais le meilleur, parce que des cendres de cette femme brisée est née une personne infiniment plus forte, plus sage, plus complète. Ma vie d'aujourd'hui est méconnaissable comparée à cette existence d'épuisement et de sacrifice de soi que je menais. Je me réveille chaque jour dans notre appartement douillet et lumineux. Je prends mon petit déjeuner avec Clara et Sophia en riant et en parlant de nos projets pour la journée. Je les emmène à l'école et je pars travailler à un poste que j'aime, où je suis respectée et valorisée. Ma promotion au poste de directrice régionale m'a ouvert les portes d'une promotion encore plus importante et je coordonne maintenant 3 régions entières. Je gagne plus du triple de ce que je gagnais quand j'étais mariée. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cet argent est investi en nous 3, en voyage, en expérience, en une éducation de qualité, et non plus à entretenir les mensonges de quelqu'un qui ne méritait pas mes efforts. Les filles s'épanouissent d'une manière qui me remplit les yeux de larmes de fierté et de gratitude. Clara développe un intérêt incroyable pour les sciences et veut devenir vétérinaire. Elle passe des heures à lire sur les animaux et à s'occuper de notre chien Mel que nous avons adopté 6 mois après la séparation. Sophia, quant à elle, s'est découvert un talent impressionnant pour le dessin. Ses professeurs disent qu'elle a un regard artistique rare pour une enfant si jeune. Et j'encourage toutes ces passions, car j'ai appris que le meilleur héritage que je puisse laisser à mes filles n'est pas une grande maison ou une voiture de luxe, mais de leur montrer par l'exemple qu'une femme n'a pas besoin d'un homme pour être complète, qu'elles peuvent être fortes, indépendantes, accomplies, et qu'elles ne doivent jamais, au grand jamais, accepter moins que ce qu'elles méritent dans une relation. Richard voit les filles tous les 15 jours, comme le stipule le jugement. Et pour être juste, après toute l'explosion et ses conséquences, il a vraiment cherché une aide professionnelle, a commencé une véritable thérapie et essaie d'être un meilleur père. Les filles reviennent de ses week-ends en disant qu'il a joué avec elles, qu'il les a emmenées au parc, qu'il a été vraiment attentif. Et malgré tout ce qui s'est passé, je suis heureuse qu'elles aient une version fonctionnelle de leur père dans leur vie, car au final, elles n'ont pas demandé à naître au milieu de tout ce gâchis et méritent l'amour de leurs 2 parents. Quant à Béatrice, nous nous voyons occasionnellement aux anniversaires de la famille, aux dates importantes, et j'ai tenu parole.
Je la traite avec la politesse glaciale que l'on réserve à une lointaine collègue de travail. Il n'y a ni accolade, ni conversation au-delà du strict nécessaire. Elle vit avec le poids de la honte sur les épaules. Tout le monde dans la famille sait ce qu'elle a fait, et bien qu'il ne l'ait pas complètement rejetée comme je l'ai fait, les relations n'ont plus jamais été les mêmes. Elle a perdu la confiance, le respect, la proximité qu'elle avait avec tous, et elle porte cette marque partout où elle va. Moi, en revanche, je suis devenue une sorte de référence dans la famille. Mes jeunes cousines viennent me demander des conseils sur leurs relations, leur carrière, sur la manière d'équilibrer maternité et ambition professionnelle. Et je partage mon histoire sans honte. Je ne cache pas les moments sombres, les nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, les moments de doute où j'ai failli abandonner, parce qu'il est important qu'elles sachent que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. C'est de choisir d'avancer même quand cela semble impossible. Ma vie amoureuse a refait surface de manière inattendue il y a 6 mois. J'ai rencontré Daniel lors d'un événement de réseautage professionnel. Il est architecte, divorcé lui aussi, père d'un garçon de 8 ans. Et dès le premier rendez-vous, il y a eu une connexion sincère, basée sur le respect mutuel, la communication honnête, un véritable partenariat, toutes ces choses que mon mariage avec Richard n'a jamais vraiment eues. Daniel a rencontré les filles après 3 mois de relation. Il a respecté mon rythme, a compris qu'elles étaient ma priorité. Et la première fois que je les ai vues rire avec lui en jouant aux jeux vidéo sur le canapé du salon, j'ai ressenti ce pincement au cœur qui est de la pure gratitude, parce que j'ai réalisé que je permettais à un amour sain d'entrer dans ma vie, que j'avais suffisamment guéri pour faire confiance à nouveau. Et c'était une immense victoire. Nous ne sommes pas pressés de nous marier ou d'emménager ensemble, nous chérissons tous les deux notre indépendance si durement acquise. Mais nous avons des projets d'avenir communs, des voyages, des rêves partagés, et pour la première fois, je comprends ce qu'est une relation d'adulte mature, où personne ne complète personne, car nous sommes déjà complets par nous-mêmes. Nous choisissons simplement de partager nos vies parce que c'est plus doux ainsi, parce que nous multiplions les joies et divisons les peines, non par besoin, mais par envie. Ma santé mentale est aujourd'hui une priorité non négociable. Je continue ma thérapie, même après avoir surmonté le traumatisme initial de la trahison, car j'ai compris que la thérapie ne sert pas seulement à réparer ce qui est cassé, mais aussi à maintenir en bonne santé ce qui fonctionne, à grandir continuellement, à comprendre ses propres schémas et choix. Et ma thérapeute m'a aidée à pardonner. Pas à Richard ou à Béatrice pour leur trahison, c'est un travail en cours qui ne sera peut-être jamais totalement achevé, mais elle m'a aidée à me pardonner à moi-même d'être restée si longtemps dans une situation qui me rabaissait, de ne pas avoir vu les signes, d'avoir sacrifié mon essence en essayant de sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Financièrement, je suis plus stable que jamais. Je paye toutes mes factures à temps, j'ai un fonds d'urgence solide, des investissements qui fructifient, un plan d'épargne retraite. Et cette sécurité matérielle m'apporte une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix, car je sais que mes filles et moi ne dépendrons plus jamais de personne, que nous avons construit notre propre forteresse et que personne ne peut la détruire. Les cicatrices de la trahison sont toujours là. Je ne vais pas mentir et prétendre avoir tourné la page à 100%. Il y a des jours où je me réveille et ressens encore de la colère d'avoir perdu 3 ans de ma vie dans un mensonge. Il y a des moments en famille où je regrette de ne pas avoir une vraie sœur avec qui partager les choses. Mais ces douleurs sont de plus en plus rares et moins intenses, remplacées par des joies réelles, des réussites sincères, un amour véritable. Si je pouvais remonter le temps et éviter toute cette souffrance, éviter d'épouser Richard, éviter de faire confiance à Béatrice, je ne le ferais pas. Car chaque fragment de cette douleur m'a transformée en la femme que je suis aujourd'hui. Une femme qui connaît sa valeur, qui n'accepte pas les miettes, qui sait qu'elle mérite un amour respectueux ou qu'elle préfère être seule. Une femme qui a élevé 2 filles fortes qui ne répéteront jamais les erreurs de leur mère, parce qu'elles ont vu leur mère se relever et prospérer. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et j'aime la personne que je vois en retour. J'aime les rides qui commencent à apparaître au coin de mes yeux à force de vrais sourires. J'aime l'assurance qui émane de ma posture. J'aime savoir que je suis l'exemple vivant qu'il est possible de recommencer, qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même, pour exiger ce que l'on mérite, pour construire une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Et maintenant, j'ai envie de vous écouter. Je veux savoir ce que vous pensez et ressentez après avoir entendu mon histoire, parce que je sais que de nombreuses personnes qui regardent cette vidéo traversent des situations similaires.
Peut-être pas exactement une trahison avec une sœur et une fausse dépression, mais une forme de relation qui draine votre énergie, vole votre joie, vous fait douter de votre propre valeur. Alors racontez-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une situation où vous donniez tout pour recevoir moins que ce que vous méritiez? Avez-vous déjà dû prendre la décision difficile de repartir de zéro malgré la peur de l'inconnu? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui est dans cette situation en ce moment? Une amie, une sœur, une collègue qui souffre en silence? Si c'est le cas, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec elle. Parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de voir une autre personne qui a traversé le même enfer et qui s'en est sortie non seulement en survivant, mais en prospérant pour comprendre que nous pouvons y arriver aussi. Je veux que vous sachiez une chose très importante. Si vous êtes dans une relation abusive, toxique ou simplement malheureuse, ce n'est pas de l'égoïsme de se choisir soi-même. Ce n'est pas de la cruauté de poser des limites. Ce n'est pas de la faiblesse de demander de l'aide. En réalité, ce sont les choses les plus courageuses et nécessaires que vous puissiez faire, parce que la vie est bien trop courte pour la vivre dans le malheur, par peur du jugement des autres ou en croyant que vous ne méritez pas mieux. Et si mon histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous voyez une partie de votre parcours se refléter dans le mien, je veux vous encourager vivement à chercher non seulement un soutien émotionnel et professionnel, mais aussi une aide spirituelle. Car dans mes moments les plus sombres, quand je pensais ne plus avoir la force de continuer, c'est ma foi en Dieu qui m'a soutenue. C'est Jésus-Christ qui m'a rappelé ma valeur quand le monde entier semblait me dire que je n'étais pas à la hauteur. Cherchez une communauté de foi chrétienne près de chez vous, un lieu où vous pourrez être accueillis sans jugement, où vous pourrez trouver des frères et sœurs dans la foi qui prieront avec vous, pleureront avec vous, célébreront vos victoires avec vous. Car le chemin de la guérison ne devrait pas être solitaire. Nous avons été créés pour vivre en communauté, pour nous soutenir mutuellement. Et une véritable Église, celle qui suit les enseignements authentiques du Christ, est précisément ce genre de refuge sûr où vous pouvez laisser tomber vos masques et être vulnérable. La Bible dit dans le psaume 34 au verset 18 « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et je peux témoigner que c'est une vérité absolue. Car dans mes moments de plus grande douleur, quand je m'agenouillais sur le sol de ma chambre en pleurant et en demandant à Dieu pourquoi cela m'arrivait, je sentais sa présence m'envelopper, me rappelant que je n'étais pas seule, qu'il avait pour ma vie des projets bien meilleurs que ce que je pouvais imaginer dans cet instant de désespoir. Alors s'il vous plaît, si vous êtes en difficulté en ce moment, ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et de passer à autre chose. Passez à l'action. Cherchez l'aide professionnelle d'un thérapeute ou d'un psychologue, parlez à des personnes de confiance de ce que vous traversez. Et surtout, ouvrez votre cœur à Dieu. Permettez-lui d'entrer dans les zones les plus brisées de votre vie et de faire le travail de restauration que lui seul peut accomplir. Parce que je vous le promets, du fond du cœur, qu'une vie magnifique vous attend de l'autre côté de cette douleur. Il existe une version de vous-même plus forte et plus heureuse que vous ne pouvez l'imaginer maintenant. Mais vous devez faire le premier pas, vous devez vous choisir, vous devez croire que vous méritez plus. Avant de vous quitter, je veux remercier du fond du cœur chaque personne qui a regardé jusqu'ici. Je sais que ce n'était pas facile d'entendre une histoire aussi lourde et émouvante, mais le fait que vous soyez resté jusqu'à la fin signifie que quelque chose dans ce récit a résonné en vous. Et cela me remplit de gratitude, car partager ma vulnérabilité n'est pas facile, mais si cela peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à trouver le courage de changer sa situation, alors tout l'inconfort d'exposer ma vie en valait absolument la peine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Chaque semaine, je partage des histoires vraies de résilience, de femmes qui ont affronté leurs peurs et reconstruit leur vie. Et je veux que vous fassiez partie de cette communauté incroyable que nous construisons ici. Une communauté de soutien, d'encouragement, de foi et d'espoir. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, laissez un like si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, et surtout, partagez-la dans vos stories, sur WhatsApp, avec cette amie dont vous savez qu'elle a besoin d'entendre ça. Parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous pouvons transformer la douleur en projet de vie, les larmes en sagesse, les fins en nouveau départ. Je vous embrasse bien fort.
de la part de quelqu'un qui comprend votre combat, qui croit en votre potentiel, qui vous soutient dans votre victoire et qui veut vous voir briller de toute l'intensité qui a toujours été en vous. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ayez confiance dans le processus et souvenez-vous toujours, vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez et vous méritez tout l'amour et le bonheur que le monde a à t'offrir.